midi à tous. Merci d'être venus et merci à l'équipe du parc de m'avoir invité à participer. Et merci, Monsieur le maire, pour votre accueil. Alors, du coup, effectivement, moi, je vais vous parler de patrimoine culturel immatériel ou patrimoine vivant. Et alors, pour commencer, une petite interrogation. Savez-vous quel est le point commun entre la calligraphie arabe, le reggae jamaïcain, le yoga d'Inde et le fest-noz breton? Exactement, ils ont tous été inscrits à l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Donc moi, je vais vous proposer, dans un premier temps, de vous présenter plus en détail ce qu'on entend par patrimoine culturel immatériel, qu'est-ce qui se cache derrière, comment il fonctionne. Et puis ensuite, on réfléchira ensemble aux enjeux ou des pistes de réflexion que ce patrimoine immatériel peut avoir pour un parc naturel régional. Donc nous allons pour ça voyager. Vous m'entendez bien? J'ai l'impression que le micro, il y a un retour. Si je fais 100, c'est mieux? Ok, bon alors je garde le micro. Donc pour cela, nous allons voyager dans le temps, un peu partout dans le monde, on a déjà commencé, mais aussi dans d'autres régions de France et en Bretagne. Et nous allons parler de patrimoine immatériel, mais également de développement durable, d'enjeux environnementaux et aussi, comme ça a été dit, de cohésion sociale. Alors, pour commencer, justement, de quoi parle-t-on quand on parle de patrimoine culturel immatériel ou patrimoine vivant? Vous connaissez tous et toutes, peut-être, j'imagine, la Convention de l'UNESCO de 1972 pour la protection du patrimoine mondial, naturel et culturel. Et d'ailleurs, peut-être que cette semaine, vous avez entendu que la Maison Carrée de Nîmes et les sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale venaient d'être inscrits sur cette liste du patrimoine de 1972. Eh bien moi, ce n'est pas de ce patrimoine-là dont je vais vous parler ce soir. Mais ça permet quand même de se raccrocher à l'actualité. Moi, je vais vous parler d'une autre convention qui est un peu moins connue, et pourtant on fête ses 20 ans cette année, et qui est la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et pour comprendre pourquoi l'UNESCO s'est dotée d'une seconde convention pour le patrimoine, parce qu'on pourrait se dire qu'il y en a déjà une, pourquoi en faire une seconde, on va là remonter un peu dans le temps, puisque lorsque la Convention de 1972 a été adoptée, très vite des pays qui étaient membres de l'UNESCO, des pays d'Asie, des pays d'Afrique ou d'Amérique latine, sont dit que finalement, ils ne se retrouvaient pas dans cette description bâtie et matérielle du patrimoine, disant que pour eux, dans leur culture, il y avait des éléments de leur patrimoine, mais qui n'étaient pas bâtis, qui ne correspondaient pas finalement à cette définition occidentale du patrimoine au niveau de l'UNESCO. Et donc il aura fallu 30 ans de débat, et on va voir pourquoi ça a posé plein de questions, mais il aura fallu 30 ans de débat aux experts de l'UNESCO pour réussir à adopter cette convention sur le patrimoine culturel immatériel. Il y a eu des débats sur la notion immatérielle, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on met derrière. Il y a eu également des débats sur les enjeux politiques de ce que ce patrimoine recouvrait. Mais finalement, l'enjeu, les experts de l'UNESCO, ils sont quand même arrivés, puisque l'enjeu était de lutter contre l'homogénéisation des cultures avec la mondialisation. Voilà, on a tous tendance de plus en plus à avoir des pratiques culturelles similaires. Et finalement, l'UNESCO s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu à préserver la diversité culturelle des pratiques des différentes cultures, des différents pays qui étaient membres de cette institution. Du coup, le patrimoine culturel immatériel. On va quand même finir par donner la définition, comme ça sera après beaucoup plus simple d'en parler et de voir un peu ce qui se cache derrière. Je vous ai mis la définition officielle de la Convention, alors qui peut a priori comme ça faire peur, mais je vous propose de la déconstruire un peu avec vous pour voir les principaux points finalement que l'UNESCO a souhaité mettre en avant. Donc on entend par patrimoine culturel immatériel des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et des savoir-faire. C'est finalement ça, ces éléments-là, qui vont traduire cet aspect immatériel. Élément important, puisque l'enjeu n'est pas d'opposer les patrimoines, mais bien de montrer leur complémentarité. Pardon.
Ces pratiques, représentations, s'appuient sur les instruments, les objets, les artefacts et espaces culturels qui leur sont associés. Vous allez à un fest-noz, vous avez des instruments de musique, vous avez le savoir-faire luthier, vous avez les musiciens, mais ils s'appuient sur des instruments de musique. Et vous allez par exemple, s'il y en a qui sont allés à Marrakech, on va voyager un petit peu, au Maroc, la plage Jama El Fna est un espace culturel qui a été inscrit puisqu'elle accueille plein d'éléments qui relèvent du patrimoine culturel immatériel. Vous avez les conteurs, les charmeurs de serpents, vous avez le savoir-faire du henné, etc., etc. Donc finalement, les espaces physiques et également les objets participent aussi à faire vivre ce patrimoine immatériel. Mais ces expressions, ces pratiques, ces savoir-faire, et c'est là aussi, alors vous allez m'entendre dire plusieurs fois, c'est ça qui est intéressant dans cette définition, je ne suis pas du tout objective, mais ce sont les communautés, les groupes et les individus qui vont dire ce qui pour eux fait patrimoine immatériel. Et ça, dans le monde du patrimoine, c'est une petite révolution, parce que ce ne sont plus des experts du patrimoine, des professionnels du patrimoine qui vont dire ça pour moi c'est du patrimoine, ça ce n'en est pas. Là, ce sont vraiment les personnes qui le portent et qui le font vivre au quotidien, qui vont dire bah, ça pour moi c'est mon patrimoine, c'est du patrimoine immatériel. Donc ces communautés reconnaissent ces éléments comme faisant partie de leur patrimoine immatériel. Comme tous les patrimoines, et là pour le coup il n'y a pas d'originalité, l'enjeu est qu'ils se transmettent de génération en génération. Puisque évidemment, s'il n'y a pas cette transmission générationnelle, un patrimoine disparaît. Et autre élément important, c'est qu'il se recrée en permanence. Et cette idée, elle est là pour lutter contre une vision un peu figée qu'on pourrait avoir du patrimoine, casser un peu cette idée d'authenticité, de dire nous on fait ça comme ça depuis des siècles et des siècles. Et bien là non. On parlait du fest-noz tout à l'heure qui a été inscrit, c'est le fest-noz moderne qui a été inscrit, il date des années 1950. Donc on voit que c'est un élément assez récent et qui a été recréé en permanence. Pour ceux qui ont connu la vague des fest-noz des années 90, vous aviez l'arrivée des influences rock, puisque c'était une esthétique musicale qui arrivait de plus en plus, et on a vu apparaître au fest-noz des guitares, des basses, etc., etc. Donc cette recréation, en fait, elle est importante. Elle est importante déjà pour toute pratique évoluer, mais elle est aussi importante pour que les générations, les jeunes générations, puissent y mettre leurs pattes, puissent s'approprier ces différentes pratiques, puisque si vous ne laissez pas de place aux nouvelles générations, ou si vous leur dites bah non c'est comme ça et tu ne peux pas modifier avec tes goûts ou autres, on sent bien que ça gêne et que la transmission marche beaucoup moins bien. Donc recréer en permanence par les communautés et qui leur procure un sentiment d'identité. C'est-à-dire que ces éléments du patrimoine immatériel participent à définir l'identité, les identités. C'est vrai que je préfère parler d'identité plurielle. Et voilà, on a tous des morceaux d'identité qui nous composent. Et donc le patrimoine immatériel est un de ces morceaux et participe à un sentiment d'identité et de continuité. C'est-à-dire qu'il nous inscrit aussi dans une continuité, qu'elle soit historique ou sociale. Il y avait les générations d'avant qui le pratiquaient, il y aura les générations de demain qui vont le pratiquer. Et donc tout ça nous inscrit dans une chronologie sociale plutôt intéressante. Je le disais rapidement, ce patrimoine immatériel, il est creusé de la diversité culturelle, c'est-à-dire qu'il participe à valoriser la diversité des pratiques culturelles dans le monde. Et évidemment, donc ça c'est un aspect sur lequel je reviendrai un peu plus tard, mais le patrimoine immatériel est également garant du développement durable. Donc ça c'est un aspect qui nous intéressera plus particulièrement, et donc on verra ça un petit peu après. Voilà une définition qui nous donne quelques éléments, qui nous permet un peu de déconstruire ce qu'on entend derrière patrimoine immatériel, mais je trouve toujours intéressant de fonctionner par l'exemple. Donc voilà un peu des domaines, des pratiques sociales qui ont été inscrites au patrimoine culturel immatériel. Peut-être qu'il y en a que vous connaissez, peut-être d'autres que vous ne connaissez pas. Les éléments en fait sont déclinés, donc il y a tout ce qu'on appelle les expressions et traditions orales. Donc là, je vous ai mis l'exemple du Cantu Impagella Corse, qui a été inscrit en 2009 au nom de la France à l'UNESCO. Vous avez également tout le domaine des arts du spectacle. Donc je vous ai mis le théâtre d'ombre chinoise, qui a été inscrit par la Chine en 2011. Il y a également les pratiques sociales, et la Belgique, qui a inscrit sa culture de la bière. Vous avez également les pratiques festives,
avec la rumba festive justement de Cuba, qui a été inscrite en 2016. Vous avez bien sûr les savoir-faire traditionnels. Donc là, je vous ai mis un exemple de savoir-faire du marbre, qui a été inscrit par la Grèce en 2015. Et puis aussi, il y a tout ce qui concerne les connaissances, les pratiques liées à la nature et à l'univers. Alors, l'univers, nous, ça nous parle peut-être un peu moins, mais par exemple, dans les pays d'Amérique latine, vous avez ce qu'on appelle les cosmogonies, donc qui sont des visions, des manières d'appréhender le monde à travers des visions. Et donc là, je vous ai mis pour le coup le rituel pour amadouer les chamelles en Mongolie. Puisque voilà, si vous avez des questions plus précises sur cette pratique à laquelle on est moins habitué, je pourrais y revenir après. Donc là, j'ai mélangé un petit peu d'éléments français, européens et internationaux, mais nous avons également des exemples bretons. Et là, peut-être que ça va également vous parler. Pour les expressions orales, je vous ai mis un exemple de 2 jeunes enfants qui chantent en breton pendant un repas chanté. Pour les arts du spectacle, je vous ai mis les cercles celtiques. Finalement, en Bretagne, ça illustre plutôt bien ces arts du spectacle. Pour les pratiques sociales, j'ai mis le bourren, qui est la lutte traditionnelle bretonne, mais ça marche également pour les jeux et sports traditionnels, comme par exemple le paille sur planche, les boules bretonnes, etc., etc. Pour les événements festifs, je ne pouvais pas ne pas mettre le Festnoz, qui, comme ça a été dit, a été inscrit en 2012, donc on a fêté les 10 ans de l'inscription l'année dernière. Donc le Festnoz en tant que rassemblement festif. Pour les savoir-faire traditionnels, j'ai mis, alors, crêpes ou galettes. Je sais qu'ici c'est galettes, mais des fois c'est crêpes, alors je ne voulais froisser personne. Voilà, mais ce savoir-faire de tourner les galettes. Et puis j'ai mis également un exemple, donc se soigner par les plantes, puisque donc c'est tout ce qui va être ethnobotanique, pharmacopée et autres, qui reviennent au bout du jour, hein, on le sent de plus en plus. Voilà, il y a des ateliers pour apprendre à lire la flore qui nous entoure pour pouvoir s'en servir, pour manger, pour se soigner, etc., etc. Donc voilà un peu des illustrations. J'espère que ça vous donne déjà un peu une idée un peu plus claire de ce que peut être ce patrimoine immatériel. Et donc la France a ratifié cette convention de l'UNESCO en 2006, donc 3 ans après qu'elle ait été adoptée par l'UNESCO. Et le patrimoine immatériel est rentré officiellement en 2016 dans le Code du patrimoine. Le Code du patrimoine, c'est un instrument juridique qui définit les patrimoines reconnus officiellement au niveau de l'État français. Et donc le ministère de la Culture a repris la définition qui est proposée par l'UNESCO. C'est pour ça que je voulais bien prendre le temps de vous la donner, puisque finalement, au niveau national, c'est également cette définition-là qui fonctionne. Et pour vous donner un peu une vue d'ensemble, là j'ai parlé du Festnoz qui avait été inscrit. J'ai un PowerPoint qui ne veut pas continuer. Voilà. La France a actuellement 26 éléments inscrits sur les listes de l'UNESCO. Sauf que quand elle a ratifié la Convention en 2008, elle avait une obligation, c'était celle de mettre en place un inventaire national du patrimoine immatériel. Et donc là, vous voyez sur la carte à gauche les pratiques qui ont été inscrites à cet inventaire national. Vous voyez qu'il y a actuellement 519 pratiques culturelles au niveau national inscrites. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles visent toutes l'UNESCO. Voilà, il y en a qui ont décidé de s'arrêter entre guillemets à la reconnaissance nationale et qui n'ont pas du tout l'intention d'aller porter leur élément à l'UNESCO. Donc on voit que la Bretagne est plutôt bien représentée, puisque nous sommes la 2e région en termes d'éléments inscrits sur cet inventaire. Donc il y a une forte dynamique sur le territoire. Et puis à l'inverse, on voit des régions où il y a moins d'éléments, par exemple la Corse ou le centre Val-de-Loire, voilà, où on sent qu'il y a moins de relais pour ce patrimoine immatériel. Alors je parle moins de relais, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien, ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas, mais je pense qu'il y a moins d'acteurs associatifs qui travaillent sur ce patrimoine immatériel. Et en Bretagne, on a la chance d'avoir un tissu associatif assez dynamique sur cette question-là. Et puis à droite, je vous ai mis aussi, pour que vous vous rendiez compte un peu, alors moi je pensais par exemple que ça allait être les événements festifs qui allaient être le plus inscrits, parce que finalement, on aime bien tous faire la fête. Et bien non, ce sont les savoirs et les savoir-faire qui ont été le plus inscrits à cet inventaire. Et après, les jeux et sports traditionnels. Vous voyez ensuite les pratiques festives qui arrivent avec 17%.
Puis les pratiques rituelles. Alors les pratiques rituelles, j'en ai pas parlé, mais vous avez par exemple les pardons en Bretagne, pour ceux qui connaissent ces pèlerinages. Et puis sinon, vous avez les ostensions limousines, voilà, toutes ces formes de pèlerinage qu'on peut avoir en France. Vous avez également les expressions et traditions orales, et enfin les arts du spectacle. Donc finalement, ce n'est pas ce domaine-là qui est le plus représenté chez nous. Voilà cet élément qui vous donne un peu un aperçu du contexte national, international, de ce que peut être le patrimoine immatériel. Alors maintenant, la question est de voir un peu à quoi ça sert de sauvegarder ce patrimoine immatériel et à quoi ça sert d'autant plus quand on est un parc naturel régional de s'intéresser à ce patrimoine immatériel. Parce qu'on peut se dire que les missions premières d'un parc ne sont pas forcément celles-ci. Et on va voir qu'il y a des liens, qu'il y a des intérêts et qu'il y a des possibles, en tout cas, de réfléchir à cette thématique. Avant de parler de cette question du parc naturel régional, peut-être se remettre aussi un peu, faire le lien avec le développement durable. Je le disais, la Convention de l'UNESCO considère que le patrimoine immatériel est garant du développement durable. Et là, c'est assez intéressant, puisque c'est la première fois qu'on a un outil international, juridique, contraignant, qui introduit cette notion de développement durable. Et donc, quand les États signent cette convention, il y a une forme d'engagement où ils doivent faire en sorte que ce patrimoine immatériel soit garant du développement durable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par développement durable ? Je ne suis pas une spécialiste du sujet, je sais que le terme fait débat. Il y en a qui parlent de déploiement durable, il y en a qui préfèrent parler de durabilité. Comme je n'étais pas spécialiste du sujet, j'ai pris une définition finalement assez simple, que je trouvais intéressante pour faire le lien avec le patrimoine immatériel. Un développement finalement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et j'aimais bien cette définition puisqu'elle rejoint cet enjeu des générations finalement, qu'on retrouve également pour le patrimoine immatériel. Et donc vous savez qu'il y a les fameux 3 piliers du développement durable, donc les 3 dimensions du développement durable, qui sont environnementales, sociales et économiques. Ça, ce sont les différents enjeux. Et c'est vrai qu'au début, on peut se demander en quoi, par exemple, des éléments du patrimoine immatériel peuvent participer à ce développement durable, peuvent répondre à des enjeux environnementaux contemporains. Je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous ont déjà des idées, mais on va voir effectivement qu'il y a des liens possibles. Pour ça, on va continuer notre voyage, notre petit voyage dans le monde. Nous allons aller en République de Corée, où l'UNESCO a considéré que la pratique du Kimyang, donc qui est un événement festif et social qui consiste en la conservation de légumes en fait dans la saumure ou le vinaigre afin de constituer des provisions pour l'hiver. Ça permet de respecter la saison des aliments et c'est également un élément très important de l'identité coréenne. Il est pratiqué en famille au rythme des saisons par toute la communauté sans distinction de classe et de génération. Alors je me méfie toujours des discours qui ont tendance à dire que finalement tout le monde s'y met, mais en tout cas, de manière générale, c'est un événement très populaire qui rythme l'année pour conserver les aliments. Et donc là, l'UNESCO trouvait par exemple que cette technique de conservation, elle avait 2 aspects par rapport à nos piliers, si je reviens sur nos piliers. Elle avait un aspect environnemental pour respecter les saisons et assurer aux populations d'avoir à manger pendant l'hiver et d'avoir accès à différents fruits et légumes qui n'étaient pas forcément disponibles. Et elle a également une dimension sociale, puisque c'est un temps où les gens vont se retrouver, vont discuter, vont échanger. Donc voilà, ça marque aussi le calendrier. Nous, on a d'autres événements comme ça dans l'année qui marquent le calendrier pour nous rassembler tous ensemble. Mais là, cet exemple a été souligné par l'UNESCO. Un autre exemple, et là nous allons partir dans l'est du Kenya, sur la pratique de poterie traditionnelle. Et alors cet exemple, lui également, est intéressant, puisque la poterie artisanale donc, est pratiquée uniquement par les femmes et est malheureusement de plus en plus délaissée, notamment par le remplacement d'ustensiles de cuisine en aluminium. Alors,
vous allez me dire, bon, finalement, c'est un peu aussi ce qui s'est passé, voilà, on a tous de l'aluminium ou autre. Mais là, il y a plusieurs soucis qui se sont posés, et donc c'est pour ça que l'UNESCO a participé à aider le Kenya pour relancer cette économie et ce savoir-faire, puisque la poterie traditionnelle, elle représente en fait une alternative écologique pour la santé, puisque c'est une région où l'accès à l'eau potable est très limité. Or, les poteries ont une fonction de filtration de l'eau et permettent un minimum de filtrer l'eau et de la rendre moins nocive pour la santé. Ça préserve également mieux la saveur des aliments. Et donc voilà, donc ça part que l'aluminium qui ne peut pas aider à filtrer l'eau et qui peut donner un goût aux différents aliments. Et donc on voit bien que cet artisanat, ce savoir-faire, a des répercussions sanitaires, économiques, mais également sociales, puisque comme c'est pratiqué par les femmes, ça permet aux femmes d'avoir leur propre économie et donc une certaine dépendance et une certaine autonomie dans la vie du village. Un autre exemple, je ne sais pas si vous connaissez les tribunaux, alors là c'est le titre très long, mais on parle des tribunaux d'eau en Espagne. Et donc là également, ça a été inscrit par l'Espagne au patrimoine immatériel. Donc je vais peut-être vous expliquer un petit peu le contexte. Donc nous sommes dans les régions espagnoles semi-arides de Murcie et de Valence. Et en fait, ils ont l'habitude, il y a un droit coutumier qui existe depuis des générations, où ils ont l'habitude, quand il y a un conflit autour de l'eau, de faire appel à ces fameux tribunaux d'eau. Et donc ces tribunaux sont là pour régler les différends relatifs à la distribution de l'eau et à la gestion des systèmes d'irrigation. Essentiels à la culture évidemment des légumes, des fleurs, des fruits qui font la réputation des régions. Et donc le Conseil des bons hommes, alors vous voyez le patrimoine immatériel se recrée en permanence, on peut voir des femmes sur la photo, avant c'était uniquement réservé aux hommes, mais ils ont gardé quand même l'appellation du Conseil des bons hommes de la plaine de Murcie ou le tribunal des eaux de la plaine de Valence se réunissent chaque jeudi pour rendre leurs verdicts qui sont connus pour être équitables par rapport et rarement discutés par rapport au plaignant. Et en fait, il revêt, et c'est ça qui est intéressant, une validité juridique. Vous savez, des fois, le droit coutumier l'emporte sur le droit juridique. Et donc, du coup, là, ces tribunaux font office de jugement. Et donc, les membres sont des agriculteurs démocratiquement élus ou choisis par tirage au sort, qui s'appuient sur leur connaissance de l'agriculture, de l'irrigation et de la coutume locale pour arbitrer les revendications concurrentes. Et la viabilité continue de ces pratiques sociales, elle est indispensable quand on sait qu'aujourd'hui l'eau devient une ressource de plus en plus rare. On parle d'or bleu, et également dans des régions semi-arides où la pratique de l'agriculture est très présente. Donc là, vous avez un système, une photo d'un conseil, mais également d'un système d'irrigation mis en place et géré par cette collectivité. Donc il y a une espèce d'autogérance de la collectivité concernée, de la communauté concernée, pour régler cette question de l'eau. À travers ces exemples-là, on commence à voir que le patrimoine immatériel peut apporter des idées, des solutions aux enjeux environnementaux que peuvent rencontrer les différents pays. Et alors, donc effectivement, cette notion de durabilité, de développement durable, d'enjeux environnementaux ont été inscrits par l'UNESCO dans l'agenda 2030 pour le développement durable, dans lequel ils ont marqué le fait que le patrimoine vivant avait un rôle à jouer dans ces enjeux pour l'agenda 2030. Donc nous avons parlé de patrimoine immatériel, nous avons parlé d'enjeux environnementaux et de développement durable. Il manque un troisième élément dans notre équation, les parcs naturels régionaux. Et là, on va voir un peu ce qui peut être mis en place et réfléchir aux enjeux qu'il peut y avoir pour un parc naturel régional de sauvegarder le PCI présent sur son territoire. Alors là non plus, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de l'évolution des parcs naturels régionaux,
58 me semble être le dernier chiffre. Je n'ai pas trouvé de contre-information là-dessus. Donc on voit que la France a de plus en plus de parcs naturels régionaux. Donc le premier date de 1967, il me semble. Voilà, la loi de 67. Je sais qu'on va voir après. Et donc du coup, au niveau national, il y a plusieurs parcs naturels régionaux qui se sont emparés de cette question du patrimoine culturel immatériel dans leur politique et dans la fameuse charte que les parcs ont comme colonne vertébrale un peu de leur mission. Donc là voici quelques exemples de parcs naturels régionaux, alors j'ai pris un peu partout en France, qui ont des actions en faveur du patrimoine culturel immatériel. Donc vous avez le PNR Gâtinais français. Alors pour ceux qui ne voient pas où c'est dans le sud de l'Île-de-France, pour le dire comme ça, sud, plutôt un petit peu à l'est, mais pas beaucoup. Qui a un projet donc autour des savoir-faire tels que l'utilisation des plantes aromatiques et médicinales. Donc là, on est dans le domaine des connaissances et savoir-faire liés à la nature. Et donc, ils ont mis en place un conservatoire des plantes, des marchés d'herboristerie et ils ont même un projet d'école. Donc eux, c'est ce fil rouge-là, des connaissances et pratiques liées à la nature autour de l'aromatique et du médicinal qu'ils ont décidé de développer. Le PNR Oise Pays de France, lui, travaille plus sur le savoir-faire de la dentelle noire. Donc, il y a notamment un musée de la dentelle qui participe à la transmission de ce savoir-faire. Et puis, ils ont également quelques actions autour des champignonnières, encore en activité également. Vous avez le parc naturel régional de Ballon des Vosges. Alors là, c'est intéressant. Donc, eux, ils ont commencé en 2008 et ils ont bien lu la convention puisqu'ils se sont dit, finalement, c'est pas nous qui allons décider sur quel élément on allait travailler, mais on va demander aux habitants du parc. Et donc, il y a eu une grande consultation publique et les habitants ont dit, quand même, chez nous, on a l'attraction animale. Oui, mais aujourd'hui, on ne va pas faire de l'agriculture avec l'attraction animale, donc quelle fonction sociale, puisque c'était important pour les habitants, on pourrait lui redonner. Et donc, ils ont réfléchi collectivement. Et maintenant, l'attraction animale sert de transport scolaire. Alors, on entend des fois les pédibus qui se mettent en place dans les communes pour que les enfants aillent à l'école. Et bien, dans certaines communes du parc des Ballons des Vosges, l'attraction animale a été réhabilitée pour le transport des élèves. Comme on dit aujourd'hui, déplacement doux, voilà, et donc tout un savoir-faire également réhabilité. Et puis, de l'autre côté du parc, parce qu'il y a un peu deux régions dans ce parc naturel régional du Ballon des Vosges, les habitants, eux, se sont dit, quand même, chez nous, on a les chalots. Alors, les chalots sont les greniers où on mettait les récoltes, ou les trésors familiaux, comme le veut la légende. Mais en tout cas, voilà, donc c'était des greniers qui étaient construits, mais à même, c'est-à-dire que ce pas les greniers en haut dans une maison, mais c'est vraiment des espèces. J'aurais dû mettre une photo, ça aurait été plus simple. Sauf que évidemment, ces greniers aujourd'hui, ces chalots ne servent plus pour la récolte et pour stocker les récoltes. Ils étaient rehaussés pour évidemment que les animaux n'aillent pas dedans et ne mangent les récoltes. Mais il y avait quand même ce savoir-faire et les habitants dans leur représentation visuelle du parc, ça fait partie de ce qu'ils ont l'habitude de voir, sauf qu'ils tombent un peu en usure, ils ne sont plus utilisés, etc., etc. Donc ils ont lancé un grand concours auprès des étudiants architectes et design en disant, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette technique relative au chalot, de ce savoir-faire relatif au chalot, mais avec un usage contemporain. Et alors, il y a une chose que je ne vous ai pas précisée sur ce savoir-faire pour construire les chalots, c'est que c'est un système d'emboîtement de planches de bois. Ça n'utilise ni clous, ni vis, ni colle. Donc, c'est vraiment tout un jeu d'assemblage avec une technique bien spécifique. Et donc, il y a eu plein d'idées de ce concours qui ont émergé pour, par exemple, voilà, est-ce qu'on ne pouvait pas construire des abris de jardin chez les particuliers pour ranger, donc agrandir la taille, et puis ranger, par exemple, les outils de jardin et autres. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une partie en chalot, une partie ouverte pour faire des serres et les communes ont également réfléchi comment elles pourraient s'approprier ça.
Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, ça fait un moment que je n'ai pas échangé avec eux là-dessus, mais je sais qu'il y avait un frein à ce projet qui était la question financière, une question qu'on retrouve assez souvent dans plein de projets. Donc voilà, donc ils étaient encore en pleine réflexion, parce qu'évidemment, construire ce genre de chalot ou de réhabiliter ce savoir-faire peut avoir un certain coût, en tout cas par rapport à d'autres matériaux moins coûteux. Vous avez également un exemple dans le parc naturel régional des Pyrénées catalanes, où ils ont tout un programme d'action sur les savoir-faire liés à la construction en pierre sèche. Donc, la construction en pierre sèche, vous savez, c'est une technique pour assembler les pierres, pour construire des murets et autres, mais sans liant. Donc, c'est-à-dire sans ciment, sans liant fixe. Donc, ce qui offre une certaine souplesse aux constructions. Et on va voir après pourquoi ça peut avoir un intérêt. Et donc, eux, ils ont développé toute une série d'actions là-dessus, puisqu'ils avaient énormément de murs en pierre sèche, finalement, et de constructions en pierre sèche. Et donc, il y a tout un travail de transmission avec des chantiers de réinsertion, des chantiers de transmission, etc., autour de ce savoir-faire. Là, j'ai pris des exemples au niveau national, mais la région Bretagne n'est pas en reste. Donc, comme vous le savez, nous avons 2 parcs naturels régionaux et un futur parc naturel régional, donc nous en serons à 3. Je ne parle pas du parc naturel marin d'Iroise, qui est un peu spécifique, même si on est en train de réfléchir pour voir comment on peut travailler avec eux sur cette thématique du patrimoine immatériel. Sauf que nous, il nous faut quand même des humains pour qu'il y ait patrimoine immatériel. Donc voilà, on réfléchit avec le parc comment l'usage finalement du parc pourrait être. Et donc nous avons ces 3 parcs, et ils ont chacun à leur manière commencé ou bien entamé une réflexion sur le patrimoine culturel immatériel. Donc, le parc naturel régional d'Armorique, qui a été donc le 2e parc de France, créé en 1969, lui a décidé, donc, comme vous pouvez le voir, de travailler sur ce qu'ils appellent les pratiques contemporaines d'une culture traditionnelle. Donc ils sont centrés essentiellement sur les éléments qui relèvent de la culture bretonne, avec le bourren, que j'évoquais tout à l'heure, la langue bretonne, et j'y reviendrai après, les danses traditionnelles et les musiques traditionnelles. Voilà. Eux, donc, ils ont décidé d'accompagner les acteurs associatifs et les projets qui valorisent notamment ces éléments-là. Ils ont également toute une réflexion qu'ils sont en train de mettre en place aussi avec les savoir-faire liés à la nature, mais pour le moment, voilà, ils valorisent essentiellement ces éléments-là. Je vais revenir 2 minutes sur cette question de la langue, puisque c'est un aspect que je n'ai pas précisé tout à l'heure. Mais la Convention de l'UNESCO ne considère pas que les langues régionales, ou les langues, sont un élément du patrimoine immatériel à part entière. Elle considère, pour des raisons politiques, les questions de langue c'est toujours très sensible, elle considère donc que la langue, les langues, ne sont qu'un vecteur de ce patrimoine culturel immatériel. Donc vous pouvez chanter en breton, faire un conte ou une berceuse en breton ou en gallo, mais par contre, là, le breton ou le gallo ne seront jamais inscrits en tant que tels au patrimoine immatériel. Vous imaginez bien les enjeux politiques qu'il peut y avoir derrière cela. Vous avez également le parc naturel régional du golfe du Morbihan. Alors, ce parc-là, eux, ils ont décidé de travailler sur les savoir-faire. Donc, c'est l'axe qu'ils ont choisi de développer autour de ce patrimoine immatériel. Donc, savoir-faire qui participe à façonner le territoire, pour reprendre leur expression. Donc, ils ont fait tout un travail autour de la pêche à la morgate. Ils ont également fait tout un travail autour de la pêche à la palourde, savoir-faire chaumier. Et pour ça, ils ont beaucoup travaillé avec le parc naturel régional de Brière, qui a énormément de toits de chaume et donc une dynamique autour de ce savoir-faire plus marquée que sur le territoire du parc du Golfe. Ils ont également travaillé donc, sur le savoir-faire muraillé, et là, ils viennent de finir tout un travail sur la saliculture, puisque peut-être le savez-vous, mais donc il y a 2 marais salants sur le territoire du parc du Golfe. Donc ils aiment à dire que ce sont les marais salants les plus septentrionaux de France, et qu'après, ça ne marche plus. Donc eux, voilà, c'est l'axe des savoir-faire qu'ils ont choisi.
Et donc du coup c'est assez intéressant puisque si on refait un peu le parallèle avec cette notion de diversité culturelle, on voit bien que ces techniques de pêche et ces rites liés à la pêche permettent de conserver, permettent d'exploiter durablement les ressources aquatiques en respectant là aussi la bonne gestion de la faune marine, en respectant ses cycles de reproduction et autres. Donc pour la pêche à la palourde, il y a tout un travail qui est fait avec les professionnels pour les accompagner sur la réglementation, les quotas de pêche, etc., et aussi voilà, les techniques. Et là, vous avez un exemple donc, en Tunisie où là aussi il y a une gestion raisonnée de la pêche avec donc une technique de pêche qui nécessite l'utilisation, comme vous voyez sur la photo, de murs de palme et qui est donc exercée de l'équinoxe d'automne jusqu'au mois de juin. Donc on voit bien les liens finalement, qu'on soit dans le parc naturel régional du golfe du Morbihan, qu'on soit en Tunisie ou dans d'autres régions de France et du monde, qu'il y a des enjeux à réhabiliter ces savoir-faire traditionnels, puisqu'ils ne sont pas nouveaux, pour avoir une meilleure gestion environnementale. Je l'évoquais également, ils ont travaillé sur donc le savoir-faire muraillé. Alors on parle aussi de l'art de la construction en pierre sèche. Peut-être avez-vous entendu que la France, avec 7 autres pays, avait inscrit, donc la Croatie, Chypre, l'Italie, etc., avait inscrit cette technique à l'UNESCO. Donc le golfe du Morbihan s'est rendu compte, eux aussi, enfin ils s'est rendu compte, non, ils savaient qu'eux aussi avaient cette technique sur le parc et donc ils ont décidé de faire tout un travail autour de ce savoir-faire. L'art de la pierre sèche, en fait, donc c'est la construction d'ouvrages, comme je le disais, dont la structure répond à un assemblage soigneux, donc on le voit bien sur la photo de gauche, sans autre matériau que des moellons de pierre, si ce n'est parfois l'utilisation d'un mortier, mais toujours sans lieu. Et donc, quel intérêt pour le parc de développer, de redévelopper, participer à la transmission de ce savoir-faire ? Eh bien, la question de la transmission des techniques, donc là, je lis leur conclusion sur ce travail, mais la question de la transmission des techniques et de l'entretien des monuments et communs se pose désormais pour maintenir intact un patrimoine présent depuis le néolithique sur le territoire, qui concourt à la constitution d'un paysage singulier, qui aide au maintien des fonctions écologiques, des milieux, et contribue à la préservation de la biodiversité et de notre environnement. Le territoire du Golfe est largement impacté par l'érosion côtière, action de la houle et des marées. Pour protéger certaines parcelles situées directement sur le front de mer, des ouvrages plus massifs ont été bâtis. À la différence des digues cimentées qui vont rediriger l'énergie cinétique des vagues vers les côtes de la digue et donc accentuer les phénomènes d'érosion sur le trait de côte à proximité, les ouvrages de pierre sèche l'atténuent en l'absorbant dans les interstices du parement. Donc en fait, ils se sont rendus compte que cette construction en pierre sèche était un moyen de freiner l'érosion du trait de côte qui est grandissant. Donc on voit qu'il y a des pistes, qu'il y a plein d'éléments et que chaque parc naturel régional s'empare en fonction des spécificités de son territoire, parce que vous l'aurez remarqué dans les différents exemples que j'ai présentés, en Bretagne, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de champignonnières, par contre c'était complètement adapté pour le parc naturel régional dans l'Oise où il y en a beaucoup. Pareil pour les murs en pierre sèche, là il y en a, dans d'autres territoires il n'y en a peut-être pas, etc., etc. Donc là on a vu quand même que le parc avait ses enjeux dans les missions de gestion de l'environnement, de gestion du territoire, mais il y a une dimension qu'on n'a pas encore abordée, c'est la dimension culturelle, puisque le parc a aussi pour mission d'assurer une dynamique de la vie sociale. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait les formules officielles, mais en tout cas, la dimension sociale et culturelle est indispensable sur un territoire de parc. Et le futur parc naturel régional Vallée de la Rance Côte d'Émeraude s'est lancé lui aussi sur le patrimoine culturel immatériel. Est-ce que vous savez sur quoi le parc a commencé à travailler, qui relèverait de ce qu'on vient de voir sur le patrimoine immatériel?
alors c'est pas ça qui a émergé, mais on pourra retenir pour des pistes, plus gourmand, plus sucré, alors pas sucré, non, avec du beurre. Avec du beurre qu'on peut mettre dessus. Oui. Les craquelins. Les craquelins, tout à fait. Les savoir-faire et la culture du craquelin. Et donc en fait, depuis 2022, le parc... Oh, pardon, je vais passer rapidement. Alors, voilà, je vais remettre la bonne slide. Ah, excusez-moi. Depuis 2022, donc, le parc régional, le parc naturel régional, en partenariat évidemment avec les craqueliniers présents sur le territoire, ont lancé un travail d'inventaire autour des savoir-faire et de la culture du craquelin. Rappelant, et on le disait tout à l'heure, que la production mondiale de craquelin se trouve évidemment sur le territoire du parc, comme vous le savez toutes et tous. Et donc ce projet marque, je pense, et j'aurais dû redemander à Dominique avant de m'avancer, mais marque, je pense, la première action du parc sur cette notion de patrimoine immatériel. Et je le regarde distraitement, il me confirme, effectivement. Alors quels sont les enjeux de ce travail ? Il y a déjà un travail, on est dans le patrimoine, donc il y a un enjeu de documentation d'un savoir-faire présent sur le territoire depuis de nombreuses décennies, mais avec l'enjeu d'avoir une photographie de l'existant. On en est où aujourd'hui de ce savoir-faire ? Quelles sont les techniques utilisées ? Comment elles ont évolué ? Et donc de retracer toutes ces questions-là. Il y a un enjeu aussi qui, selon moi, est important, c'est de reconnaître les porteurs de ce savoir-faire. S'il y a bien un enjeu dans le patrimoine immatériel, c'est de reconnaître que ce sont les hommes et les femmes qu'il y a derrière qui le font vivre au quotidien. Donc au bout d'un moment, si on ne reconnaît pas non plus ces porteurs de savoir-faire, ça ne participe pas à la transmission efficace de ce savoir-faire. Souligner également la dimension économique, je pense que ce n'est pas un gros mot, mais c'est une activité économique du territoire. Et puis également, et on s'en rend compte, valoriser une pratique culturelle locale qui est partagée par plusieurs centaines d'habitants du territoire. Puisque peut-être avez-vous vu ou pas, il y a une pétition, alors j'allais dire une pétition, en tout cas il y a la possibilité de remplir des lettres de soutien. D'ailleurs, vous ne pourrez pas sortir de cette salle sans l'avoir signé. Non, il n'y a aucune obligation évidemment. Mais il y a actuellement plus de 300 personnes qui ont apporté leur soutien à cette démarche en disant cette culture du craquelin, elle fait partie de mon identité, elle fait partie de mes pratiques culturelles. Alors on a évidemment beaucoup de personnes qui nous disent un peu que c'est leur Madeleine de Proust. Je mangeais ça quand j'allais chez mes grands-parents en vacances, ou je mangeais ça quand j'étais petit au goûter. Donc on sent qu'il y a une forme aussi comme ça de pratique familiale très ancrée. On a plein d'éléments aussi sur ceux qui les préfèrent plutôt salés, plutôt sucrés, etc., etc. Donc là aussi, il y a pas mal de débats. Et puis on a demandé toutes ces informations-là aux gens, et là on a actuellement donc, plus de 600 personnes qui ont répondu aussi au questionnaire. Donc on voit que c'est quelque chose qui mobilise et qui parle aux gens du territoire en fait. Et quand vous allez dans le Finistère, ou même parfois à Rennes, pas besoin d'aller aussi loin, le craquelin, le savoir-faire du craquelin n'est pas forcément connu. Et donc c'est aussi une manière de valoriser des pratiques bien ancrées sur un territoire. On voit bien dans ce projet qu'il y a donc une portée sociale, une portée patrimoniale évidemment, une portée culturelle et économique, et également aussi un marqueur, est-ce qu'on peut employer ce terme, un marqueur du territoire, en tout cas sur l'aspect culturel. J'ai pris l'exemple du savoir-faire et de la culture du craquelin, puisque le projet est en cours et c'est le premier, mais je pense qu'il y a évidemment plein d'autres choses sur le territoire du parc. Vous qui habitez le territoire du parc, au regard de ce qu'on vient de voir, je ne sais pas si ça vous a donné des idées, on pourra en discuter après. Je suis toujours très curieuse de voir ce qui, pour les habitants d'un territoire, fait patrimoine immatériel pour eux. Mais avant cela, et pour conclure, alors je ne sais pas, je n'ai pas du tout surveillé le temps. On est dans les temps. Et donc, pour conclure, si je reprends finalement mon interrogation de départ, quels sont les enjeux pour un parc naturel régional de s'intéresser aussi au patrimoine immatériel ? Je peux peut-être résumer ça, de voir que
finalement, les parcs naturels régionaux, par rapport à leur mission, sont des acteurs évidents, en tout cas moi je trouve, pour assurer la sauvegarde et la transmission de ce patrimoine immatériel. Il y a un ancrage local et des pratiques culturelles sur le territoire, avec des enjeux complètement contemporains qui peuvent s'inspirer de pratiques anciennes et toujours pratiquées. Et donc voilà, je pense qu'il y a ce rôle à jouer. Le patrimoine immatériel et les différentes pratiques qui s'y rattachent peuvent également être appréhendés comme un outil efficace. On peut parler, je pense qu'on peut oser parler du patrimoine comme un outil efficace également pour les missions liées à l'environnement, à la durabilité ou au développement durable du territoire, mais aussi à la dynamique culturelle qu'il peut y avoir sur un territoire. Et on parle de cohésion sociale, quand vous allez à un Fest-Noz, je sais pas si vous allez au Fest-Noz, et finalement, voilà, on rejoint un peu un groupe et il y a des choses qui se passent. Voilà, on a cette ambiance collective-là qui est nécessaire, puisqu'on a ces temps collectifs qui tendent de plus en plus à être moins marqués dans nos quotidiens. Et puis finalement, je le disais, mais je pense que je vais conclure là-dessus, sauvegarder, valoriser et assurer la transmission du patrimoine immatériel, ça participe également à la vie culturelle du territoire, mais ça participe aussi à valoriser finalement les femmes et les hommes qui font vivre ce patrimoine culturel au quotidien et qui, sans elles et sans eux, n'auraient plus beaucoup d'existence et ne seraient pas transmis. Voilà, je pense que nous sommes finalement tous un peu concernés à notre manière. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.